Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. L'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui a marqué les années 90. Le 5 septembre 1994 est découvert dans un village agricole de la Sarthe une scène de crime hors norme. Christian Leprince, sa femme et 2 de leurs enfants ont été assassinés chez eux. Très vite, les regards se tournent vers le frère de Christian. Il habite à quelques mètres de là et il a toujours été jaloux de sa réussite. Mais est-ce aussi simple que cela ? L'enquête que nous allons décrypter va connaître de nombreux rebondissements sur plusieurs années. Vous écoutez l'affaire Dany Leprince, première partie. Tout commence en septembre 1994 à Toriné-sur-Dué dans la Sarthe. C'est une petite commune, il y a 1600 habitants. On est vraiment dans une zone rurale et dans une commune où tout le monde se connaît. Myriam Alma, journaliste. À l'entrée de la commune, il y a une carrosserie. On appelle ça la carrosserie Leprince. Les ouvriers, les employés ont déjà commencé à venir au travail. Ils viennent à 8h. Et puis à 9h, on s'aperçoit que le patron, Christian Leprince, manque à l'appel. Que se passe-t-il ? Où est passé Christian Leprince ? Donc les ouvriers décident d'aller voir sur place. C'est vraiment tout près, hein. Ils sont à l'entrée du bourg et la maison est à la sortie de l'autre côté, quoi. C'est vraiment à 3 minutes de voiture. Nicolas Poincaré, journaliste et auteur de Condamné à tort. Ils arrivent à la maison de Christian Leprince et ils découvrent l'horreur. Christian Leprince, sa femme Brigitte et ses 2 filles, Audrey et Sandra. Ils ont tous été tués de manière extrêmement violente. C'est là qu'on m'a dit comme ça, il faut aller vous rendre sur les lieux parce qu'il y a un problème chez la maison Leprince, c'est grave. Claude Play, ancien maire de Torigné-sur-Dué. On était loin de s'imaginer ce qu'on pouvait découvrir. Je suis arrivé sur place vers 11h à peu près. Les pompiers étaient là, la gendarmerie était là. Il y a un petit peu du va-et-vient partout, ça bouge partout. Il y a du sang partout, il y a du sang sur le sol, sur les murs, jusqu'au plafond. Dans l'entrée, il y a un enchevêtrement de corps. C'est Christian Leprince qui est enchevêtré avec sa fille Sandra. Un peu plus loin dans la cuisine, il y a le corps de Brigitte. Et puis dans le couloir, il y a la petite Audrey, 5 ans, qui elle aussi a été massacrée. J'ai un peu en mémoire l'album photo de la scène de crime. Ça dépasse l'entendement. Vincent Campion, ancien avocat de Dany Leprince. Pratiquement chaque pièce a servi plus ou moins de décor à une blessure ou à la mise à mort de quelqu'un, quoi. C'était d'une très grande violence. 4 meurtres, c'est dingue quelque part. On sait que c'était fait avec une sauvagerie automatiquement. Et là, on est un petit peu dans l'expectative, on attend qu'est-ce qui va se passer, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis le médecin, il va ouvrir une porte et là, on va découvrir la petite Solène, c'est-à-dire la 3e petite fille qui est vivante. Les assassins ont tué 4 personnes, mais ils ont épargné la petite dernière, qui est tout simplement dans sa chambre. Elle est retrouvée de manière extrêmement surprenante. Solène semble s'être réveillée. Olivier Maurice, avocat de Dany Leprince. Ne semble pas avoir vu quoi que ce soit de ce carnage. Et effectivement, c'est une surprise. Un 2e choc, après la découverte des cadavres, on découvre une survivante, une rescapée. Elle a à peine 2 ans, hein, donc elle ne parle pas. Elle est confiée à sa nourrice et aussitôt évacuée. Bien évidemment, on va prévenir aussi toute la famille de Christian, ses parents qui habitent juste à côté, son frère Dany qui occupe la maison mitoyenne et la femme de son frère, donc Martine. Et Martine Leprince arrive sur place et elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle horreur! Ah bon, quoi? Mon beau-frère, ma belle-sœur sont morts, mes 2 nièces sont mortes. » C'est elle qui dit « Mais il faut prévenir mon mari, il faut prévenir mon mari. » Et de fait, il faut le prévenir, c'est quand même le frère de la victime. Et donc il est prévenu, il est appelé sur son lieu de travail. À ce moment-là, Dany pense que c'est un accident de travail de son frère dans la carrosserie Leprince à Toriné-sur-Dué. Jean-Claude Marie, ami et ancien collègue de Dany Leprince. À mon avis, il ne s'imagine pas du tout autre chose à ce moment précis.
Il arrive et il est informé à ce moment-là de la mort de son frère, de sa belle-sœur, de ses 2 nièces. Lui, en tout cas, dit qu'il apprend tout ça à ce moment-là. C'est une affaire qui va très vite passionner les Français. Moi, je suis envoyée le lundi 5 septembre, à partir du moment où on apprend ce drame. Il y a des gendarmes partout, autour de la maison de Christian Le Prince. On est quand même face à un quadruple meurtre avec des enfants. C'est heureusement quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc ça prend tout de suite une ampleur assez nationale. À Torigny, on n'a jamais vu autant de journalistes, ça c'est sûr. Il y avait à peu près une 50aine de journalistes. Ils avaient même installé un camion sur la place de l'église avec une antenne relais. C'était quelque chose on se demandait où on n'était plus à Torigny. Christian et Brigitte étaient nos amis. Christian était carrossier avec mon époux, donc nous nous connaissions depuis pas mal d'années. Christine Fournier, amie de Christian et Brigitte Le Prince. Aucun souci dans cette famille. C'était une famille, je dirais, entre guillemets, ordinaire. Ils avaient 3 petites filles qui étaient comme les nôtres, des petites filles pleines de vie, qui jouaient. La dernière fois qu'ils sont venus ici, ça jouait à la balançoire dehors. Rien de particulier, des enfants épanouis, joyeuses. On a affaire à des gens qui sont tous connus pour leur travail, leur honnêteté, qui sont bons voisins, qui sont bons citoyens. Il n'y a pas de raison que tout d'un coup cette foudre s'abatte sur eux. Tout le monde peut s'assimiler à la famille Le Prince. On a du mal à réaliser que ce genre de choses arrive chez nos amis, quoi. On a du mal à y croire. Pour qui, pourquoi, quand, comment Jacques Fournier, ami de Christian et Brigitte Le Prince. Les questions que tout le monde se posait. On savait que Christian, avec la carrosserie, manipulait beaucoup d'argent, qu'il avait une cagnotte chez lui. Et donc on s'est dit, c'est pas possible, c'est forcément un rôdeur. Donc tout de suite, dans le bourg de Torigny, c'était la terreur, quoi. Les gens avaient peur. Restaient enfermés chez eux. La nuit, la lumière restait allumée dans le bourg, au cas où ce rôdeur refasse surface, quoi. C'était vraiment, il y avait un climat de terreur vraiment important, quoi. C'est très difficile. Je dirais que d'être maire à l'époque, on se doit de rassurer sans savoir ce qui s'est passé. Donc on prend un peu sur nous en disant vous inquiétez pas, les gendarmes sont sur une trace. On invente des choses pour essayer de calmer un petit peu la psychose. En examinant la scène de crime, on va reconstituer un petit peu ce qui s'est passé. Christian, le père de famille, est mort à la haie qui sépare, il y a une toute petite haie qui sépare les 2 jardins, il y a une boîte aux lettres au bord de la route. Il est mort là, on va voir les traces de sang, et il a été traîné jusqu'à l'intérieur de la maison et donc déposé à l'intérieur de la maison. Sa femme, Brigitte, et une de leurs filles a été tuée dans le salon, et l'autre fille a été tuée dans la salle de bain et déplacée un petit peu dans le couloir. Ce qui intrigue les gendarmes, c'est qu'ils découvrent plusieurs traces de pas, et des pas assez différents. Il y a des pas de chaussures féminines, des pas de chaussures masculines. Il y a des traces de pas qu'on identifie comme étant possiblement celles du tueur parce qu'elles sont un peu partout. Ce sont des Doc Martens ou l'équivalent de Doc Martens taille 41. Puis il y a un couteau, une des armes du crime, en fait, un couteau qui a servi aussi et qui est cassé. Ils découvrent aussi que la famille a été surprise, visiblement. Brigitte Le Prince était en train de manger parce qu'il y a un yaourt qui a volé juste à côté de son corps. Il y a des traces de lutte. Visiblement, Brigitte, les filles ont essayé de se défendre. On retrouve aussi un tisonnier dont elle a peut-être essayé de se servir pour repousser l'assassin ou les assassins. Il n'y a pas eu d'effraction. Rien n'a été volé, la porte d'entrée est toujours ouverte, il n'y a pas de fenêtres qui ont été brisées, donc c'est quelque chose qui l'interroge. Ils s'aperçoivent aussi qu'en évidence, sur une commode, il y a un document, c'est une lettre. Un papier qui est une reconnaissance de dette de 10 000 francs, ça fait 1 500 €. C'est donc de l'argent que Christian avait prêté à son grand frère Danny. C'est assez ancien, ça a déjà, je crois, presque 8 ans, ce prêt. Et pourtant, la reconnaissance de dette est encore un petit peu en évidence dans le salon. Donc ça va être un des éléments qui va faire penser que peut-être il faut fouiller cette piste et voir s'il n'y avait pas un conflit entre les 2 frères. Très vite, les enquêteurs se sont dit, bon,
On va regarder dans le cercle familial, on va essayer de comprendre. Et le prince, c'est une sorte de clan quand même, une famille assez large qui habite depuis très longtemps à Torigné-sur-Dué. Les parents sont agriculteurs. Et puis il y a les deux frères, Christian le prince et Dany le prince, qui habitent juste à côté. C'est vraiment deux maisons qui sont séparées par une quinzaine de mètres seulement, où vivent donc les deux frères, leurs deux épouses, et ils ont chacun 3 petites filles, ce qui donne 6 petites cousines qui grandissent ensemble. Christian le prince est très connu dans la commune, très apprécié, c'est quelqu'un de respecté, il a réussi. Il a monté cette carrosserie à l'entrée du village qui marche très bien. D'ailleurs, tout était prêt pour agrandir son atelier, vu l'importance qu'avait pris son entreprise. Dany le prince, lui, a une vie beaucoup plus dure. Les grands-parents le prince, ils ont consacré toute leur vie à l'exploitation, ils sont en train de se retirer. Dany le prince, qui a 37 ans, est en train de reprendre en fait l'exploitation. Sa femme, Martine, travaille beaucoup avec lui, ils élèvent des porcs, il y a des céréales. Dany, la terre, ça lui plaisait. Il aimait passer du temps sur son tracteur dans la ferme. Il avait des ambitions d'agrandissement, de faire aussi bien que son frère par rapport à la carrosserie. Le problème, c'est que ça ne rapporte pas assez. Ils n'arrivent pas à en vivre correctement. Donc, ils vont l'un et l'autre, Martine à un moment, mais surtout au moment des faits, Dany, prendre en plus un deuxième boulot à la Socopa, qui est donc la seule entreprise de la région, qui est une grosse boucherie industrielle, travaille au rayon des steaks hachés, qui fait des journées de 18 heures. Quoi. Il travaille 8 heures par jour à l'usine et 10 heures par jour à la ferme. C'est un type qui est en train de se tuer au boulot. Très vite, il est apparu que le mobile aurait été la jalousie, c'est-à-dire le frère qui réussit et le frère qui, lui, est à la peine, qui marne jour et nuit avec son épouse pour maintenir l'exploitation familiale. On va aussi déterminer qu'il y a une sorte de jalousie entre les deux belles-sœurs. Elles ne s'entendent pas forcément super bien. Brigitte le prince, la femme de Christian, elle ne travaille plus à la ferme, elle travaille à la poste. Son mari a pu lui offrir une assez jolie petite voiture décapotable. Ils partent souvent en vacances. Dany et sa femme, ils ont la ferme, ils partent jamais en vacances. Dany et Martine, on va aller les rencontrer, c'est notre travail d'essayer de recueillir des témoignages. Dany nous reçoit, il est un peu taiseux, il ne veut pas dire grand-chose. Sa femme Martine non plus. Et puis, ce qui est un peu curieux, c'est qu'ils n'ont rien vu, rien entendu. Dany est rentré de son travail, il a regardé la télévision, il n'a rien entendu de particulier, ses enfants étaient couchés. Son épouse regardait également la télévision, il s'est endormi, et puis le lendemain, vers 2h30, il s'est réveillé, il est parti à son travail. Leurs deux versions concordent, ils n'ont rien vu, rien entendu, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de cri, les chiens n'ont pas aboyé, il ne s'est rien passé. Alors que, encore une fois, c'est très très près. Puis, on va constater que dès la première nuit, Martine le prince a fait pas mal de lessive et qu'elle va continuer le lendemain. Évidemment, tous les photographes sont là, donc elle est photographiée, en train d'étendre ce linge. Donc c'est quelque chose qui va marquer, j'imagine, à la fois les gendarmes et les journalistes en disant « Tiens, c'est bizarre, pourquoi fait-elle autant de lessive ?» L'autopsie va permettre de déterminer une tranche horaire pour savoir à quelle heure exactement les victimes ont été tuées. Ça permet de savoir que c'était entre 21h30 et 23h. Il y a le nombre de plaies retrouvées, on a plus de 40 je crois sur Christian, une quinzaine sur sa femme. Donc quelqu'un a vraiment frappé très très fort. Les légistes ont constaté que les blessures sont profondes, donc ça signifie que c'est forcément un instrument tranchant avec lequel elles ont été tuées. Ils vont constater aussi que les blessures sont précises, ce qui peut permettre de penser que c'est un manche assez court. Et on va penser assez vite à une feuille de boucher. C'est ce qui va devenir sans doute l'arme du crime et le symbole aussi de cette affaire. Cet outil sert uniquement à couper des os et c'est un outil pas très long, ça fait un outil de 30 cm de long environ. Mais c'est pour frapper le morceau qui est auprès, qui est vraiment pour couper des petits os et c'est pour taper simplement. Le mercredi, il va se passer quelque chose d'un peu bizarre qui va accélérer cette enquête. C'est que Martine le prince découvre à la télé que les enquêteurs pensent que le quadruple meurtre a été commis avec une feuille de boucher. Et elle a, comme toutes les familles, comme
tout le monde dans toutes les fermes une feuille de boucher chez elle. Donc elle se dit, tiens, où est-elle? Et elle ne la trouve pas. Et donc elle va dire aux gendarmes, je vous appelle parce que j'avais une feuille de boucher chez moi, mais elle a disparu. Alors évidemment, ils vont se rendre chez Martine, parce que possiblement ça peut être l'arme du crime, qui va leur expliquer que cette feuille de boucher, elle est sans doute chez ses beaux-parents. Elle appelle ses beaux-parents et sa belle-mère lui dit, bah oui, effectivement, moi je l'ai, ta feuille de boucher. Alors les gendarmes légitimement veulent faire un scellé, l'examiner. Au lieu d'aller la chercher eux-mêmes, ils envoient un ami de la famille qui traîne par là et ils reviennent avec la feuille de boucher qui visiblement elle a été lavée puisqu'elle est encore humide. Donc on a possiblement l'arme du crime qui apparaît comme ça assez bizarrement. Ils tirent très vite des conclusions en disant qu'en réalité, ça semble correspondre à ce qu'ils espèrent peut-être, à savoir trouver une issue rapide à ce crime odieux. Ils vont donner une place tout à fait considérable à cette feuille de boucher. À partir de là, il y a au moins sur l'arme du crime, les enquêteurs pensent tenir la vérité absolue. Les gendarmes pensent donc avoir entre leurs mains l'arme du crime. Il y a aussi cette reconnaissance de dette qui les oriente vers Dany. La piste d'un règlement de compte familial prend forme dans leur esprit. Et le clan Le Prince est placé en garde à vue. La gendarmerie intervient avec une dizaine de véhicules et emmène vers Le Mans les 5 personnes de la famille Le Prince, à savoir le père et la mère de Christian, assassinés, mais également les 2 frères, ainsi que Martine, épouse du fils aîné. Puis il faut imaginer, le cirque médiatique suit. Et forcément, dans le cadre d'une enquête, ça pèse. Quand on est enquêteur, quand on est gendarme, ça colle une pression à tout le monde. C'est une garde à vue qui démarre sous une grosse pression. Pendant au moins 24 heures, les personnes en garde à vue racontent tous la même histoire. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Au bout de 24 heures, il va se passer un vrai rebondissement. Martine Le Prince, qui est fatiguée, se repose et s'endort. Les gendarmes s'aperçoivent que dans son sommeil, elle crie « Dany, arrête !» Donc évidemment, ils se disent « Tiens, c'est l'inconscient qui parle, peut-être nous a-t-elle menti sur certaines choses ?» Donc elle va changer sa version des faits à son réveil. Elle craque, comme on dit, elle finit par dire « C'est pas ça qui s'est passé en réalité ». J'étais en train de débarrasser le repas de mon mari. Je croyais qu'il était allé se coucher. J'ai pas vu exactement où il était, mais d'un seul coup, j'ai entendu des cris. Je suis sorti sur le pas de ma porte et j'ai vu mon mari en train de frapper son frère. Je lui ai dit « Arrête, arrête ». Je suis passé devant et je suis allé chercher de l'aide auprès de ma belle-sœur, Brigitte. Mais là, surprise, tout le monde était déjà mort. Elle ne sait pas qui a tué les 3 personnes à l'intérieur, mais elle affirme que son mari, elle l'a vu taper avec une feuille de boucher sur son jeune frère. Elle dit qu'ensuite, elle est rentrée chez elle, comme si de rien n'était, qu'elle avait peur de son mari, qu'elle s'est couchée à ses côtés, mais qu'elle n'a pas pensé à prévenir les gendarmes ni les secours, qu'elle avait peur. Un petit peu plus tard, Célia, la fille aînée, donc qui a 16 ans, on va la confronter aux propos de sa mère et elle va dire « Écoutez, moi j'ai vu effectivement la même chose ». Et elle dit « À un moment, j'entends des cris, je sors et je vois à la haie, à la boîte aux lettres, mon père en train de taper sur mon oncle ». Alors les gendarmes, ils avaient de toute façon depuis le début des doutes sur cette famille. Et puis d'un seul coup, il y a la mère qui dit oui, c'est mon mari, il y a la fille qui dit oui, c'est mon père. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de faire craquer Dany Le Prince. La 46e heure, donc juste 2 heures avant la fin de cette garde à vue, Dany Le Prince va finir par craquer. Il va faire des aveux partiels. Dimanche dernier, en fin de soirée, je suis arrivé chez Christian et je me suis engueulé avec lui. Christian s'est dirigé vers la boîte aux lettres, j'ai couru après lui et je l'ai rattrapé sur le chemin. J'avais dans mon dos la feuille, je l'ai frappé plusieurs fois avec cet outil. Quant au reste, je ne peux plus rien dire. Martine n'a rien à voir avec ce carnage. Elle est au courant de ce qui s'est passé, mais elle n'a rien pu faire. On a quelqu'un qui avoue les faits, qui est accusé par 2 personnes de son entourage proche, sa femme et sa fille. Il a avoué, pour beaucoup, c'est plié. Est-ce qu'il a avoué ? Il y a des éléments dans le dossier, il y a effectivement des aveux, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui permettent de conforter les déclarations qu'il a. Le procureur de la République dit que Dany Le Prince a avoué. Sous-entendu, il a avoué les 4 meurtres, même si en réalité ce sont des aveux partiels. Il n'a jamais avoué avoir tué sa belle-sœur et 2 des enfants. Il est vrai que Dany, à l'époque, il fait le coupable idéal.
C'est quelqu'un qui fait 1m85, 87, qui a des mains larges comme ça. Il fait le coupable idéal. Par sa carrure, quelqu'un d'assez carré aussi, hein, très grand. C'est le coupable idéal de l'époque, ça c'est sûr. Quand on apprend que Danny a tué toute sa famille, on s'est dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui a pu provoquer cette situation? Parce que une colère, on veut bien, mais massacrer les gens comme ils ont été massacrés, ses nièces qui l'après-midi même jouaient dans sa cour avec ses propres filles à lui, c'est incompréhensible. Comment il a pu peut-être péter les plombs, parce qu'on ne sait pas. Ça paraît incroyable. Comment il en est arrivé là, on ne sait pas. Alors que lui, d'habitude, au boulot, si agréable, souriant même, je dirais, et blagueur. Le 17 septembre, ce sont les funérailles à Conneré qui ont réuni beaucoup de monde. D'ailleurs, l'église de Conneré était trop petite pour accueillir tout le monde. Et donc, c'est un mélange de tristesse. Voir 4 cercueils avec les familles autour, il n'y a pas de mots. C'est un deuil pour cette commune qui a perdu une famille que tout le monde aimait. Et c'est un deuil aussi parce que dans cette commune, il y a aussi un meurtrier présumé. Donc c'est deux choses très difficiles à vivre. Pour les gendarmes, cette affaire est quasiment bouclée. On est dans une époque où les aveux sont quasiment une preuve. Puis il y a d'autres éléments plus ou moins à charge. Il y a le fait qu'il était là au moment du crime, donc il a pu le commettre. Il y a aussi des vêtements qu'on n'a pas retrouvés, un t-shirt, des bottes. Donc tout ça fait qu'à ce moment-là, Danny Le Prince, on va l'appeler le boucher de la Sarthe. Je suis présent à toutes les perquisitions. Claude Play, ancien maire de Thorigné-sur-Dué. Tous les bâtiments ont été plus ou moins fouillés. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure, on ne découvre rien du tout. On ne retrouve pas du tout de sang sur Danny Le Prince. On ne retrouve nulle part, je dirais, sur un certain nombre de vêtements. Dans la maison du crime, il n'y a absolument aucune preuve ADN de Danny Le Prince. Il n'y a rien contre lui. On se rend compte que l'enquête a été bâclée. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un petit peu comme si l'enquête voulait aller vite et qu'il leur fallait un coupable. Quel mobile peut amener quelqu'un à faire une chose aussi affreuse, quoi? On a essayé de comprendre. À part la jalousie, le problème d'argent. Danny Le Prince avait des soucis financiers, oui, il s'en sortait pas. C'est pour ça qu'il travaillait toutes les nuits à la boucherie industrielle. Il avait eu des chèques qui avaient été refusés par la banque. Il était rongé par des problèmes d'argent. Peut-être que Danny était demandé un petit peu encore d'argent chez Christian et Brigitte, en voyant que ça fonctionnait bien chez eux. Et que peut-être que du coup, ça a été la goutte d'eau, on lui a refusé le prêt. Et peut-être que du coup, on lui a demandé, au contraire, de rembourser. 2 semaines et demie après les aveux de Danny Le Prince, il va y avoir un nouveau rebondissement dans cette affaire. Les gendarmes vont organiser une reconstitution le 23 septembre et cette reconstitution va faire complètement bouger l'affaire. Danny Le Prince est extrait de sa cellule, ramené sur les lieux. On va lui demander de refaire les gestes qu'il dit avoir fait, notamment d'avoir tapé sur son frère. Et là, un rebondissement parce que d'un seul coup, il ne veut pas refaire ses gestes. Il se rétracte, il dit que c'est plus lui. Il va accuser sa femme, Martine. Il donne pas beaucoup de détails. Il dit si c'est pas moi, ça ne peut être qu'elle, c'est Martine. Il l'accuse, mais sans étayer ses accusations, parce qu'il dit qu'il a rien entendu ce soir-là, qu'il dormait, qu'il n'a rien vu. Donc à partir du moment où il va commencer à dire je suis innocent, progressivement, il va avoir du soutien. D'abord ses parents, sa mère, René Le Prince, va très vite croire son fils. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Clémentine Bizio. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast,
Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.